Comment rater sa vie? Cas d'étude, monologue intérieur. Que pense-t-on de moi? Qui sont tous ces gens qui me guettent, me jugent, me toisent? Il faut toujours que l'on me défie, partout où je vais. À peine un pied dehors, il faut immédiatement que l'on me scrute, que l'on me dévisage méchamment. Suis-je à ce point repoussant? Mais moi aussi je les toise, ces gens. Je les méprise. S'ils savaient, comme je suis infiniment meilleur qu'eux, s'ils savaient comme tout bouillonne en moi, s'ils savaient, ils m'imploreraient, exigeraient de moi que je parle et montrerait gentiment la nuque pour recevoir quelques caresses. Ils feraient de moi leur messie, leur prince, leur professeur. Mais moi je ne parle jamais aux gens, puisqu'ils ne m'écoutent pas de toute façon. Je les hais, les gens. Je ne veux rien avoir à faire avec eux. Et pourquoi aujourd'hui, on ne me regarde pas? Voilà qui est encore pire. Toute cette foule, toutes ces belles personnes, et pas une pour me jeter un regard, pour me considérer. Qu'ils aillent tous au diable. Soit tout le monde me fixe avec un air de bestiau de ferme, soit personne ne me regarde, jusqu'à m'en faire oublier que j'existe. Je préfère encore me terrer ici. Le monde est décevant, trop occupé pour me considérer à ma juste valeur. Ils ne me regardent pas et ne font rien pour me mériter. Par ma seule existence, j'offre du caviar au porc. Et le pire, c'est que ceux-ci n'en veulent même pas. Le monde est passé à côté de moi sans me voir. Il n'a pas su me faire éclore. Et pour ça, oui, tout est pourri, tout est mauvais. Je les hais, je les plains, je sombre et je me hais. Fin d'enregistrement. Chez certains auteurs, l'exploration de la psyché humaine par l'outil littéraire devient si précise, si cinglante et tranchante que l'on quitte la littérature à proprement parler pour se rapprocher de quelque chose de plus proche de la psychologie subjective. Ces disséqueurs d'esprit parviennent à mettre le doigt sur ce qu'il y a de plus intime et important en chacun de nous. Ils touchent juste, et pour peu qu'on prenne le temps de les lire calmement, on y trouve souvent un miroir effrayant mais salvateur de nos propres réalités psychiques. Ces auteurs nous rappellent toutes les dimensions de l'esprit humain et vont contre le mouvement naturel de nos esprits, consistant à nier ce que nos pensées comportent parfois de pourri et d'indésirable. Ces auteurs ne nous laissent pas mettre la poussière sous le tapis. Et à ce petit jeu d'honnêteté intellectuelle, peu d'écrivains sont arrivés au niveau de maîtrise de Dostoïevski. Alors évidemment, l'œuvre du romancier russe est immense. Mais si l'on parle de cartographie psychologique, un écrit en particulier s'impose. Les carnets des sous-sols, aussi appelés Notes d'un souterrain. Bref roman, publié en 1864, qui est en réalité un journal intime fictif d'un homme solitaire, rongé par l'amertume et le ressentiment, terré dans son souterrain psychologique. Cet écrit dérangeant, en plus de constituer une belle entrée dans l'œuvre de Dostoïevski, est aussi un formidable exposé d'un mal que nous avons tous à affronter le long de nos vies, le ressentiment rampant ou l'amertume existentielle. Dans ces 160 pages, nerveuses et intimes, le narrateur anonyme des carnets des sous-sols nous livre sa pensée, hésitante, équivoque et laide. Il nous offre la carte de son ressentiment ou comment il en est arrivé à haïr le monde et à se terrer dans son caveau de regrets et de remords, les deux se mélangeant dans une espèce de mélasse sombre et collante. Il nous raconte son histoire, l'histoire de l'échec que semble être sa vie. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous résumer le livre, ni même vous en parler directement. On ne vulgarise pas la littérature, à mon sens. Mais en revanche, j'aimerais vous parler de ce ver solitaire de l'esprit, de cette méchante tendance insistante qui nous pousse tous à nous extraire du monde véritable pour nous réfugier dans nos propres souterrains insalubres et rabougris. Car mes amis,
la lutte contre le ressentiment est une affaire quotidienne. En effet, combien de fois sommes-nous tentés de nous enfermer dans nos esprits et de secrètement remettre toutes nos déconvenues sur les épaules du monde? Combien de fois sommes-nous parasités par cet instinct violent qui nous pousse à sortir les crocs pour un rien? Le fardeau du ressentiment pèse sur nos épaules de petites créatures morales, prêts à nous transformer en petits monstres sans panache, en vermines solitaires, à peine la garde baissée. Montrez-moi un seul homme qui n'ait jamais fait l'objet de ces assauts, qui n'ait jamais souhaité secrètement du mal à quiconque. Oui, montrez-moi un seul homme qui ne s'est jamais satisfait de son malheur en y trouvant toutes les justifications du monde à sa situation existentielle décevante. Alors, il en est bien quelques-uns et nous leur vouons des cultes mérités. Mais du reste, ni vous ni moi ne sommes des saints ou des sages, mais simplement des hommes avec tout ce que cela implique de décevant. Nous devons donc nous battre avec ce grand ver immortel du ressentiment. Nous aimons notre malheur. Et c'est tout le secret de ces carnets du sous-sol. Quelque chose en l'homme aime à se morfondre, à se recroqueviller sur lui-même. Quelque chose, dans nos psychés profondément enfouis, savoure l'injustice ressentie, la douleur et le manque. Quelque chose en l'homme aime se mettre au banc du monde, aime l'exclusion volontaire et la prostration interne qui s'ensuit. Et c'est de cet instinct-là, cet instinct sombre, de cette jouissance du malheur dont il nous faut parler. Précisément car c'est ce penchant sombre que l'on préférerait éviter d'aborder. Je vous propose donc aujourd'hui une carte de votre rabougrissement, un voyage dans les profondeurs de votre ressentiment existentiel. En 4 grands étages, nous allons voir comment rater sa vie, comment devenir un être odieux, malheureux, triste et mauvais, à demi vivant et ratatiné. À la fin de cette vidéo, vous pourrez juger en pleine conscience à quel niveau de votre propre souterrain vous situez-vous. Et je vous souhaite de ne pas vous reconnaître trop loin dans ces différents étages. Car même si difficile à admettre pour l'ego, nous sommes tous, quelque part, à certains moments de nos vies, des hommes, des souterrains. Il est parfois bon et rassurant d'enlacer son malheur, de tomber amoureux de sa propre misère et de lui vouer un culte autoréalisateur. Il est facile de faire de sa déception existentielle une identité protectrice, pour ne plus rien tenter, pour vivre comme l'on peste. On n'est alors plus un homme du monde, mais un homme des sous-sols, un malheureux contenté, un critique déçu, amer et prostré. Mais voyez-vous, je ne vous laisserai pas devenir de cela sans combattre. Alors mes amis, je n'ai plus qu'à vous dire, bienvenue au dolmen. Avant de descendre les étages de la psyché humaine, je prends quelques secondes pour vous parler de mon nouveau livre, S'anomaliser. Ce premier livre est un essai entre la philosophie et l'observation poétique. J'y ai consigné mes observations sur notre drôle d'époque. Vous pourrez y découvrir toutes mes réflexions sur le cheminement intérieur, sur les pièges que nous devons éviter le long de nos existences et sur l'importance de la force personnelle. Je l'ai spécifiquement écrit pour les jeunes gens de ma génération, les 18-30 ans, qui sont nés à un moment où la technologie rabattait violemment les cartes de l'existence et où tout semblait vouloir nous tirer loin de nous-mêmes. Mes amis, ce livre est aussi pour vous. Que vous soyez lecteur ou non, amoureux de philosophie ou simple curieux débutant, vous y trouverez, je suis certain, un allié de taille sur votre route intérieure. Pour le commander, en version papier ou numérique, selon vos goûts, le lien est en description. Je vous souhaite une bonne lecture et un bon épisode. Étage 1. L'exclusion volontaire.
pour ce premier étage, beaucoup seront concernés, et ce n'est pas étonnant. Pas d'inquiétude donc. Le ressentiment est un poison qui mature, qui s'affine comme une bonne bouteille. On ne naît pas mauvais, pas dans les proportions que nous pouvons atteindre dans nos vies. Mais il existe un certain nombre de traits de caractère dont certains semblent prédisposés à l'apparition d'un ressentiment dangereux. Et le combo gagnant étant sans aucun doute timidité, talent et exaltation. Voilà le profil psychologique parfait pour que le ver du ressentiment vous choisisse comme hôte. Une jeune personne pleine d'espoir, indéniablement douée et pleine d'entrain pour le monde, pour ses charmes et pour sa belle poésie. Une belle âme, en somme, un terreau fertile pour la déception. Car c'est par là que tout commence. Briser les espoirs d'un homme, peu importe le type d'espoir, mais brisez-lui les genoux. Alors, il y a les classiques, comme la déception amoureuse, les plus raffinés comme les déceptions égotiques, mais par-dessus tout, plus immense encore, la déception romanesque. Celle-ci est sans aucun doute la plus efficace pour briser un homme. Elle tient en une phrase, qui est le premier cri intérieur de l'homme qui sombre doucement. La vie n'est pas un livre, la réalité n'est pas la littérature, qui évoluera doucement en un pénible. Le monde est laid, plus laid que ce qu'il devrait être. Alors, nous arrivons tous à cette conclusion déplaisante le long de nos vies. La réalité est souvent moins belle que ce que nous aurions espéré. Les hommes sont parfois décevants et moyens, nos vies n'ont rien d'un film épique. La vie d'adulte est pleine de ces piqûres de rappel douloureuses. Mais l'homme des souterrains en devenir réagit très différemment par rapport à ces petites déceptions du quotidien. Là où la plupart des gens les prennent en compte et font tout pour malgré tout mener leur vie de la plus belle des façons, lui semble refuser cette distance entre la réalité et son idéal et s'accroche à ce dernier. Nous descendons donc au premier étage du souterrain. L'exclusion volontaire. L'homme du souterrain ne parvient pas à consentir au monde dans sa laideur réaliste et réagit au contraire en radicalisant son idéal. Il plonge encore davantage dans le rêve, dans les livres, dans son imaginaire. Il ne vit plus ce qui est, mais davantage ce qui devrait être. Quelque chose tente de l'aspirer vers la vraie vie, et lui, au contraire, rentre encore davantage ses griffes dans le cuir de son rêve. Il laisse le train de la réalité partir sans lui. Il s'exclut volontairement du monde. La plupart des hommes disent oui au monde. Dans un hochement d'épaules, nous acceptons au fond de négocier avec l'imperfection du réel et nous nous soumettons à la vie, même si elle est parfois un peu moyenne. L'homme des souterrains, lui, refuse au monde son droit à la médiocrité. Il n'accepte pas que le réel soit parfois pitoyable. Son hypersensibilité lui fait ressentir comme une attaque directement agressée à son ego tout ce qui dans la vie est un peu moyen. Les interactions sans profondeur, les amis sans grandes ambitions, la misère humaine, la bêtise, toutes ces choses sont pour lui plus que pour aucun autre inacceptables. Cette attitude peut commencer très tôt, presque enfant, en fuyant inconsciemment le réel, dans la littérature par exemple, en fuyant la confrontation avec le monde, de toutes les manières possibles et imaginables. Lentement, on se décolle de la vie, pour la vie narrée, et l'on finit par préférer cette dernière. On se met à doucement vivre par procuration, pourrait-on dire. Alors, on s'exclut du monde. Et de là, découlent les 3 niveaux de profondeur suivants. Car tout part de là. La porte du souterrain est une exaltation romanesque butée, un rêve que l'on refuse de revoir à la baisse. Alors oui, c'est souvent là que l'art trouve aussi son impulsion première, dans une recherche esthétique merveilleuse qui dit non à la laideur. Mais si l'on ne parvient pas à maîtriser cette chute, eh bien,
On entre alors dans une spirale infernale, autrement plus dangereuse. Étage -2, le plaisir secret. Ici, nous commençons à arriver dans une profondeur problématique. En refusant de consentir au monde, l'homme des sous-sols nourrit petit à petit sa déception. Le monde devient pour lui une douleur permanente, et chaque petit rappel du caractère décevant de la réalité semble l'attaquer en plein cœur. On est alors tenté de se dire « Mais cet homme du souterrain, il n'a qu'à lutter pour le beau ou pour la cause, il n'a qu'à devenir artiste, faire de la poésie ou s'engager en politique au fond, peu importe. » Mais voilà tout le piège. Comme je vous le disais en introduction, le génie de Dostoïevski dans ce petit livre est de nous rappeler quelque chose que nous savons et feignons pourtant d'ignorer. L'homme aime son malheur. En effet, c'est avoir une bien mauvaise compréhension de l'homme que de croire que nous aspirons au bonheur, que notre psyché tend vers sa pleine réalisation. L'homme du souterrain prend un immense plaisir dans son rejet de la réalité imparfaite. Il devient un critique acerbe de la réalité. Il peste sur tout le monde, dans le secret de sa conscience. Il méprise tout et jouit secrètement de cette posture d'exclu rabougri. Pourquoi changerait-il ? Au fond, il est bien ici, au chaud, au fond de son souterrain, seul avec lui-même, à enlacer son malheur. Changer impliquerait une mue existentielle longue et pénible. Ce n'est pas qu'il soit heureux, bien sûr, mais dans son malheur, il est bien, ou du moins satisfait. Voilà ce que nous oublions trop souvent sur nous-mêmes. Notre amour-propre est suffisamment fort pour nous faire aimer jusqu'à notre propre déliquescence. Et la plupart du temps, nous ne nous accrochons à rien aussi fort que nous nous accrochons à notre malheur. Ultimement, notre droit au malheur, délibéré, nous plaît bien. Nous préférerons 1000 fois avoir le droit de nous plaindre et faire de nos vies une longue plainte gémissante que de devoir faire ce que tout le monde attend de nous, c'est-à-dire souvent être heureux. Quand on nous dit « Mais pourquoi ne changes-tu pas ? Pourquoi continues-tu à t'enfermer avec tes idées noires ?» Nous sommes quelque part tentés de répondre « Mais parce que j'aime ça !» et de nous enfoncer encore davantage dans notre refus de la vie. L'homme est un être essentiellement capricieux, même et surtout dans son malheur. Cet homme-là, qui souffre de son exclusion, eh bien, c'est un intellectuel, lui, vous voyez. Un homme différent, un homme conscient, un homme trop conscient pour être simplement un homme. Alors sa souffrance, eh bien, c'est son lot. Voilà ce qu'il finit par se dire lui-même, l'histoire qu'il finit par se raconter. Son exclusion devient son beau privilège. Dès lors, les hommes vivants, les hommes sans souterrain, les hommes du haut, les hommes vivaces et joyeux deviennent pour lui au fond une espèce inférieure, manquant de raffinement. Le bonheur est un privilège d'imbécile. Voilà ce qu'il finit par se dire, tout au fond de sa cave. Et à partir de ce moment-là, eh bien, la porte du souterrain commence doucement à se refermer. Pardonnez-moi, mais se satisfaire de son exclusion et y voir une forme de supériorité morale, y trouver un plaisir intime et secret, eh bien, c'est jeter la clé de la porte de sa vie. Et ce qui nous amène immédiatement aux 2 étages suivants. Étage -3, l'homme indirect. Là, on arrive au début de la boue. Ici, les choses deviennent plus lourdes. L'homme du souterrain se ronge de l'intérieur et y trouve un petit plaisir secret et si agréable.
Il adore son rôle de parasite invisible. Mais plus il prend racine au fond de sa cave, moins il devient capable d'agir dans le monde. Il devient ce que l'on pourrait appeler un homme indirect, de plus en plus loin des hommes et de leur vie imparfaite. Toute son énergie monte vers sa tête. Il ne possède plus aucune spontanéité. Il se désadapte de la vie. Son corps oublie comment vivre. La moindre rencontre avec un inconnu ou une vague connaissance devient pour lui une torture des nerfs. Il est perpétuellement crispé, criblé de tensions et d'inhibitions contenues, de renoncements et de remords. Il bégaie, sue, a des montées de chaleur en public. Il développe une légère paranoïa sociale. Tout le monde le regarde ou personne. Il est l'exclu ou le centre de l'attention et rien entre les deux. Il est grandiose ou misérable, le roi ou le damné. Il doit réfléchir à toute situation sociale, passe davantage de temps à se demander comment il convient de se comporter qu'à se laisser emporter par la passion de la vie. Il est toujours inquiet de son image et ne fait pourtant rien pour la redorer. Son esprit enfle tout. Il vit dans un fantasme permanent de sa propre importance. Toute spontanéité le quitte. Toute situation sociale mobilise ses neurones comme aucun autre travail intellectuel. Une simple poignée de main imprévue provoque 1000 questionnements. M'a-t-il mal jugé ? Qu'ai-je fait de si déplaisant ? Mais pour qui se prend-il ? Moi aussi, je peux le regarder méchamment. Ou était-ce simplement un hasard, cette légère inflexion de la lèvre ? Non, il doit me mépriser, c'est certain. Et moi aussi, je le méprise. La paranoïa s'intensifie. Il s'invente des ennemis imaginaires, des adversaires, qui ignorent tout de son existence. Il en fait des totems qui portent toute sa rage. Tout son être ressasse sa vengeance contre le monde qui l'a exclu, le monde qui n'a pas su le reconnaître à sa juste valeur. Mais bien qu'il ne l'admette pas, sa posture est encore la moins douloureuse qu'il lui soit donné de vivre. Il s'ennuie et doit bien occuper son esprit. Alors, il s'invente 1001 fictions. Mais en vérité, sa gentillesse est sans élan. Sa rage est muette et sans fureur. Son amour est sans naturel. Son énervement est tout immobile. Il ne vit plus sa vie, il la pense. Il bout sur place, mais ne peut rien faire d'autre. Il n'a plus de moyens d'action dans le monde et finirait immanquablement par se ridiculiser si un jour il osait tenter quelque chose. Et pourtant, rappelez-vous, il jouit de cette situation. Il ne comprend plus d'où vient sa peine existentielle et finit par la considérer comme un sine qua non de son existence, une sorte de sortilège d'envoûtement inévitable. Son destin est d'être un homme crispé et haineux, revanchard et raté. Voilà tout. La volupté de la peine sans responsable l'entoure et le réconforte. C'est son ultime plaisir. Je suis un raté, car trop bon pour le monde. Laissons-lui cette dernière croyance réconfortante et voyons ce qu'il attend, en fin de compte, au fond de son souterrain. Étage -4, la fosse, devenir insignifiant. Ici, j'ai peur que l'on ne remonte jamais. Finalement, une solitude pesante s'installe, que l'homme des souterrains déteste autant qu'il l'aime. Non, ce qui le pèse ultimement, ce n'est pas d'être seul. Le sol de sa cave, c'est autre chose. C'est la non-considération. Voilà comment l'on brise définitivement un homme, comment l'on gâche une vie entière, en lui retirant toute considération. Ce n'est pas la haine qui brise un homme, pas même la critique ou l'exclusion politique. Non, c'est l'indifférence généralisée à tout son être. L'homme ratatiné, seul dans son esprit et ses pensées mauvaises, a toujours cependant besoin d'une chose, qu'on réagisse à son existence. Il ne cherche pas l'approbation ou l'amour, ça il l'a depuis longtemps abandonné.
il s'est rabattu sur des sentiments moins luxuriants. La haine, l'insulte, ou à défaut même l'attaque physique. Il veut qu'on lui rappelle qu'il est vivant, fût-ce avec une gifle ou une insulte, même ça il prend. Au moins, il saura, pendant quelques instants, que sa vie a une incidence quelque part, qu'il occupe les pensées d'un autre être, fût-ce pendant quelques désagréables instants. Voilà ce dont tout être humain a ultimement besoin. Être considéré, pris en compte, savoir qu'il existe dans la vie des autres. Et pour assouvir cet ultime besoin physiologique récalcitrant, l'homme du souterrain sera prêt à tout. Il mettra en place des stratégies pour provoquer des conflits sociaux, sera inutilement clivant et vulgaire, dégoûtant, provoquera la discorde, agissant comme un préadolescent. Il sera mauvais, mais il veut se sentir exister, par tous les moyens. Il peut tout pardonner, sauf qu'on ne le remarque pas. Ça non, c'en est trop. Alors il nuit pour se sentir vivant. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, il nuit pour se relier aux autres, aux vivants et à la vie. Voilà où le sous-sol vous amène selon Dostoïevski, à être une petite mouche, recherchant par tous les moyens l'attention méchante de vos semblables pour obtenir un peu d'oxygène passager. C'est l'insignifiance ressentie qui transforme un homme en monstre, qui en plus de lui faire rater sa vie, en fait un être mauvais pour autrui. Voilà comment l'on devient un homme rabougri, courbé en deux, méchant et triste, et au fond, oui, comment on rate entièrement sa vie. Bon, concluons. La descente, vous l'avez. Mais la remontée alors? Comment sortons de ce foutu souterrain de l'esprit? 1. Admettez que vous y trouvez du plaisir. Car oui, du moment que l'on continue à jouer double jeu avec soi, que l'on n'est pas entièrement honnête avec ses postures de vie, et que l'on continue à se mentir à soi-même, eh bien rien ne peut prendre place. Alors oui, dans cette posture d'exilé intellectuel, de méchant, de mauvais, de critique du monde et de parasite, on trouve tous une volupté immense. Une fois que l'on admet ça, dans le fond de son âme, déjà, ça va un peu mieux. Arrêtez de vous penser en damné. Si vous l'êtes, c'est que vous le vouliez ou non, vous y trouvez votre compte, aussi ridicule et ingrat soit-il. Sinon, eh bien vous feriez tout pour en sortir. Le ressentiment rabougri est une posture confortable, admettez-le, et je sais que c'est difficile. Ce qui vous coûterait vraiment, c'est de sortir de votre cave. Ça oui, ça va un peu piquer. 2. Dégonflez votre ego un grand coup. Alors peut-être que vous êtes appelé vers un immense destin, je n'en sais rien et personne n'en sait rien. En revanche, ce que je sais pour sûr, c'est que la meilleure façon de rater sa vie et de souffrir le martyre par la même occasion, c'est d'être irrémédiablement convaincu d'être génial et de ne rien faire pour concrétiser son génie par petite suffisance et fainéantise élitiste, puis de passer le reste de sa vie à se plaindre et à se penser comme un artiste maudit, un damné, ou d'accuser le monde pour son propre échec. En réalité, vous avez 2 choix. Revoir vos exigences vis-à-vis de vous-même à la baisse et vous satisfaire de l'acceptable, ce qui est tout à fait honorable et même courageux dans certains cas, ou conserver votre magnifique ambition, mais vous mettre au travail, concret, aussi vite que possible. Sinon, je ne peux rien pour vous et vous serez les architectes de votre propre malheur. 3. Admettez que la vie peut valoir le coup, même si moins parfaite qu'un roman mielleux pour adolescents naïfs. Bon, celle-ci vous commencez à avoir l'habitude, mais je vous le répète souvent et ça fait pas de mal. Vous êtes responsable de votre propre enchantement. Personne ne va défendre votre petite poésie du quotidien pour vous. Mais je vous assure qu'en vous y attelant avec obsession, eh bien, il y a de belles choses à voir, à sentir et à vivre dans cette drôle de vie. 4. Allez à la rencontre de ce qui vous terrorise. Vous avez besoin des autres, d'une main sur votre épaule de temps en temps, de rencontrer des gens intéressants, perturbants et sympathiques. Vous avez besoin d'air.
Le monde n'est pas la chose terrible et agressive que vous passez votre temps à peindre pour vous convaincre de ne pas aller à sa rencontre. Encore une fois, c'est une posture de confort. Et permettez-moi de le dire, l'inconfort social, la timidité, l'hyper-réflexion sociale, je connais bien. Eh bien, toutes ces choses sont des parasites qu'il est aisé d'alimenter. Alors, je ne vous dis pas de vous transformer en être prosocial, ce n'est probablement pas dans votre nature. Mais en revanche, d'avoir le choix ou non de vous balader dans le monde et d'explorer ce qu'il a à vous offrir et de vous permettre parfois le luxe de la rencontre, ça oui, c'est capital. Le malheur, c'est de ne pas oser se présenter au monde et finir par se mentir en se disant que de toute façon, il n'y a rien pour vous là-bas. C'est le début des problèmes. Ne vous mentez pas en transformant vos défis terrifiants en destin fatal. Vous n'êtes pas condamné au malheur solitaire et rabougri. Parole d'un solitaire timide et anxieux par nature, je n'ai jamais regretté d'aller serrer la main d'une personne qui m'avait l'air sympathique à la terrasse d'un café. 5. Mon livre. Parce que oui, cette espèce de combat contre le monde, je l'ai éprouvé dans ma chair et j'ai peiné pendant des mois et peut-être même des années. Le chapitre sur les princes noirs, si vous vous êtes reconnu dans cette descente du souterrain, est je pense fait pour vous et vous fera spécifiquement du bien. La vie attend. Permettez-vous de vivre. À la prochaine, portez-vous bien et prenez soin de vous.